Bonjour à tous, 11e heure de direct pour ces 24 heures chrono de l'International édition 2015 et direction maintenant la ville qui fait rêver sans doute le plus les candidats à l'expatriation, New York, la ville où tout est possible, en tout cas disent les clichés. On va vérifier avec nos différents invités aujourd'hui si cette affirmation est vraie. On va vérifier avec des entrepreneurs sur place à New York ou certains qui se sont installés plus récemment. Avec nous d'abord en studio, Laurence Teinturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de France Ligne, un cabinet de conseil donc installé à New York. Vous êtes également CCE, c'est-à-dire conseillère du commerce extérieur de la France. Et vous avez notamment créé il y a quelques années, je crois, à New York, un salon de la lingerie. C'est bien ça? Ça s'appelle Curve. Et vous vivez sur place depuis 30 ans. Voilà. 30 ans de présence également au compteur pour vous, Pascal Jiquel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président, vous, de Newmat USA, c'est ça? C'est exact. Entreprise spécialisée dans les plafonds tendus. Oui. Et vous êtes, vous aussi, conseiller du commerce extérieur. Oui. Et avant de vous entendre, on retrouve d'abord par Skype le consul général de France à New York, Bertrand Lortolari. Bonjour monsieur, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes en poste à ce poste-là, en tout cas à New York depuis 2 ans. On commence avec vous par faire l'état de la présence française dans la Big Apple. Quel est-il? Écoutez, les Français à New York, ça représente à peu près 80 000 personnes, 80 000 Français qui y vivent de façon permanente. Alors bien sûr, beaucoup d'entre eux sont à Manhattan, mais de plus en plus de Français habitent les autres quartiers de la ville de New York, en particulier Brooklyn, Harlem. C'est une population, les Français de New York, est en croissance régulière depuis une douzaine d'années environ, et qui fait que aujourd'hui New York est la deuxième ville française d'Amérique du Nord après Montréal. Il y a une évolution, d'après ce que vous dites, dans les quartiers habités par les Français? Oui, absolument. Manhattan a toujours été un point fort de la présence des Français à New York, mais de plus en plus, on le disait, Brooklyn en particulier accueille de nombreux compatriotes français qui souhaitent s'installer. Et il y a même un quartier qui s'appelle désormais à Brooklyn la Petite France, Little France. Et quel est le profil de ces expatriés français à New York? Ils ont un profil qui ressort particulièrement? Alors, il y a beaucoup de points communs entre. D'abord, ce qu'on observe, c'est que les Français qui habitent New York sont, pour beaucoup d'entre eux, des Français assez jeunes, hein, de moins de 45 ans, qui disposent, là aussi, pour beaucoup d'entre eux, d'un niveau de formation élevé. Mais au-delà, j'allais dire, de ça, ce qui les réunit, c'est qu'ils y viennent, comme vous le disiez vous-même il y a quelques instants, avec l'idée d'entreprendre, l'idée de réaliser le rêve américain au fond, et donc ça fait que les Français d'ici sont une communauté dynamique, très bien intégrée, que l'on trouve dans beaucoup de secteurs. Alors ça ne vous surprendra pas que je vous dise que beaucoup, à peu près 20% d'entre eux sont dans le secteur de la banque et de la finance, compte tenu de ce que représente New York dans ce domaine-là. Mais de plus en plus, et ça c'est nouveau, les Français qui viennent à New York, ils viennent dans le secteur des nouvelles technologies. On trouve de plus en plus de créateurs de start-up ici à New York. Et puis bien entendu, nous avons une présence traditionnelle, mais très forte, hein, dans des secteurs forts pour la France, que sont le luxe, le tourisme, la mode et aussi bien sûr la restauration. Merci beaucoup Bertrand Lortolari d'avoir été avec nous en ligne par Skype pour faire l'état des lieux de la présence. Je rappelle que vous êtes le consul général de France à New York. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on en vient par évoquer la présence des Français à New York et d'abord les plus au quotidien dans cette ville américaine. Laurence Teinturier, pour vous, c'est quoi les points forts de cette ville pour des Français qui s'installent là-bas? Je crois que ce qui frappe tout le monde, et les touristes, tous ceux qui nous rendent visite à New York, c'est l'énergie. C'est une énergie extraordinaire qui prend tout le monde. C'est aussi le côté cosmopolite, où tout le monde est immigré de toute façon à New York. Peu de gens sont purs New-Yorkais, ce qui fait que tout le monde arrive à cohabiter, quelles que soient les religions, quelles que soient les... C'est tout à fait d'actualité comme conversation d'ailleurs. Mais je me souviens, il y a 30 ans de ça, ma première conversation avec un businessman américain, quand il s'est présenté, il m'a présenté son titre professionnel, et après il m'a dit je suis irlandais et je suis catholique. Et j'avais été choquée, mais parce que ça fait partie de leur on se présente comme ça. Voilà, on se présente comme ça. Donc ça c'est formidable, parce que vous savez que n'importe où vous venez du monde, vous êtes accepté, il y a tout le monde, pour moi c'est le centre du monde. La deuxième chose, c'est que au-delà de cette énergie dans le business,
tout est possible. Et c'était vrai il y a 30 ans quand je suis arrivée, et c'est vrai aujourd'hui. Aussi longtemps qu'à l'instant T, vous avez quelque chose à apporter et qui est expliqué de façon factuelle, carrée, et qui va apporter quelque chose à votre interlocuteur, on vous écoute. Et quel que soit votre background, quelle que soit votre formation, et quand on dit sky is the limit, on a vraiment l'impression en tant qu'entrepreneur que sky is the limit, et on voit des exemples extraordinaires. Vous confirmez, Pascal Gicquel, c'est dans la ville qui ne dort jamais, tout est simple? Absolument. Il ne faut pas toujours dire que tout est simple, il faut dire que c'est plus simple que partout ailleurs. Ouais. Il faut dire qu'il y a quand même une ouverture aussi au niveau des mentalités de classe. Moi, j'avais été choqué en arrivant aux États-Unis, en faisant de la construction, en m'apercevant que vous pouviez aller dans une réunion, rencontrer des gens de très haut niveau et qui ne vous dénigraient pas du tout, qui vous intégraient dans leur groupe, peu importe ce que vous faisiez, et qui respectaient en plus ce que l'on faisait. Et je suis d'accord qu'au niveau business, c'est quand même la ville et le pays le meilleur du monde pour faire du business. Alors, il y a malgré tout des points noirs, évidemment, quand on essaye ou quand on tente de s'installer à New York. Il y a d'abord l'un des principaux points noirs le plus connu, c'est le coût de la vie. Et ça ne concerne pas que l'immobilier, comme on peut le penser. Écoutez ce qu'en pense Nathalie Delagosi, responsable des consultantes chez Executive Relocations. Alors, le coût de la vie à New York est supérieur en globalité de 13% par rapport à celui de la France. Par exemple, pour parler de quelque chose qui est très parlant pour tout le monde, une connexion Internet coûte 120 € aux États-Unis contre 30 à 50 en France. Le plus gros écart avec la France concerne en fait le logement qui est supérieur de 25%. Les sorties aussi, les loisirs, les spectacles, les restaurants, tout ça c'est supérieur au moins de 24%. L'alimentation, en revanche, l'écart n'est pas très important. Par exemple, un litre de lait est au même prix, alors qu'un coca aussi est 2 fois moins cher à New York. Les transports, les taxis sont 2 fois moins chers et d'ailleurs 2 fois plus faciles à trouver, alors que le métro, une carte de métro coûte environ 84 € par mois, contre 59 pour la carte Navigo à Paris. Par ailleurs, circuler dans Manhattan a un vrai coût, pas en raison de l'essence qui est bien moins chère, environ 1 € le litre, mais plutôt en raison des parkings, car il est quasiment obligatoire de s'y garer, car impossible de trouver de la place dans les rues. Alors Pascal Gicquel, il faut avoir beaucoup d'argent pour s'installer ou vivre à New York au quotidien? Non, pas nécessairement. Bon, moi, je suis vraiment pas dans la ville de New York même. Je suis sur Long Island, je suis à 1 heure de route. Je pense pas que ça coûte plus cher de vivre là-bas si vous comparez aussi les revenus. Le coût de la vie est peut-être un peu plus cher, c'est un fait, mais on gagne mieux sa vie. Les revenus sont quand même beaucoup plus élevés que chez nous en France. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui est quand même à notre avantage. C'est votre impression aussi, Laurence Teinturier? Oui, le logement est vraiment le coût le plus important. Un studio, bien placé, ça coûte 2 500 $ par mois. Deux chambres, ça coûte de 3 500 à 7 000 par mois. Donc le logement est un vrai sujet. J'ai de la chance d'être informée par mon mari qui est agent immobilier. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés d'arriver à New York et ils prennent comme alternative d'aller à Brooklyn. Bertrand Lortolari en parlait tout à l'heure. Mais l'écart se rétrécit. C'est plus que 15% de différence entre Brooklyn et Manhattan. Et vous voulez dire surtout que c'est difficile au début? C'est difficile au début. Ouais, et une fois qu'on touche un salaire qui du coup est correct, on peut s'offrir... Absolument. Et puis il y a de plus en plus d'investisseurs européens qui viennent investir en immobilier à New York parce qu'on revend dans les 46 jours, parce qu'on loue tout de suite, parce qu'il y a 2% de vacances de logement. Donc vous avez quelque chose, vous le louez en 46 jours maximum. Il y a la question de la santé aussi, c'est plus cher qu'en France. Alors la santé, c'est énorme. Oui, mais d'abord, il y a eu un grand pas avec Obamacare. Donc il y a une certaine partie, il y avait quand même 40 millions d'Américains qui n'étaient pas assurés socialement. Là, avec Obamacare, il y a un peu moins d'Américains qui ne sont pas assurés. Les Français ont la chance de bénéficier de la Caisse des Français à l'étranger, avec des complémentaires qui sont tout à fait corrects, et aussi votre employeur, et ça, on appelle ça fait partie des benefits, quand vous négociez votre salaire, l'employeur paie la médecine. Mais la médecine, effectivement, est très importante, mais du style 5 fois plus cher qu'en France.
Il y a encore un autre élément à prendre en compte avant de partir en famille à New York, c'est le coût de la scolarité, on va en parler. Écoutez d'abord les conseils d'Annie Michel, elle est membre de l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors lorsque vous arrivez, français, aux États-Unis, à New York, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous avez déjà la possibilité française, franco-française, c'est-à-dire vous avez des établissements qui sont totalement français. Vous avez le lycée français de New York, de Manhattan, et vous avez le lycée franco-américain, où j'enseigne d'ailleurs, de Larchmont, Mamaroneck, qui est à 30 km de Manhattan, à une demi-heure de train, et où les Français, donc là, peuvent bénéficier de bourses, où alors l'enseignement est très cher. Mais très souvent, les gens profitent également d'une aide de leur compagnie, depuis que la PEC de M. Sarkozy a été supprimée. Donc, il y a un autre moyen, si vous voulez que votre enfant apprenne également l'anglais, vous avez le lycée franco-américain de New York, ou alors vous avez les écoles FLAM ou les écoles Charter School, les écoles d'insertion, c'est-à-dire que ce sont des écoles américaines qui donnent les locaux pour des cours de français quelques heures par jour. Et là, c'est beaucoup moins cher pour les Français, voire gratuit. Vous allez pouvoir témoigner tous les deux, vous avez, je crois, tous les deux, sauf erreur, des enfants. Ouais. Laurence Teinturier, c'était compliqué de scolariser les vôtres ? Nous, on a très vite été dans la banlieue, justement à Larchmont, et Madame Michel était un des professeurs de nos enfants. Vous n'avez pas le choix. Ou vous allez dans les écoles privées et vous avez un véritable enseignement bilingue qui est un cadeau précieux que vous faites à vos enfants pour la vie. Mais c'est un cadeau qui coûte 25 000 $ par an, à 30 000 $ par an. À Larchmont et Mamaroneck, vous avez le lycée français de Larchmont et Mamaroneck, ou alors vous avez le lycée français à New York, mais vous avez aussi l'école internationale, vous avez le lycéum Kennedy. Donc tout ça, c'est des écoles privées avec les coûts dont on parlait tout à l'heure, avec des entreprises qui peuvent effectivement financer. Ça fait partie du package des expatriés. Mais là, il y a une initiative qui a été créée à l'initiative de parents. Il y a 8 écoles publiques à New York, public, ça veut dire que vous ne payez rien, qui sont bilingues à New York. Donc, si vous avez la chance de pouvoir rentrer dans ces écoles, à Manhattan, vous n'avez pas de frais de scolarité. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français ou de French-speaking parents qui militent pour que ça s'étende. Parce qu'en fait, il y a 6 000 enfants de moins de 5 ans qui parlent français à New York. Il y a 125 000 personnes parlant français à Manhattan. Pascal Gicquel, vous avez choisi quelle solution? Il nous reste très peu de temps. Ma solution était plus simple parce que n'étant pas dans la ville, étant en banlieue, on avait le choix. Et en plus, étant américain, d'origine française mais devenu américain, mes enfants avaient le droit d'aller à l'école publique qui est gratuite. Et après, ça devient un choix de soit faire l'école publique ou soit de les envoyer dans une école privée. On a choisi une école privée, donc c'est vrai que c'est un coût. Pour quelqu'un qui est en école primaire, c'est entre 20 et 30 000 $ par an. Mais on aurait très bien pu le mettre dans des écoles privées. Il faut savoir aussi que... Des écoles publiques, pardon. Il faut savoir aussi qu'on parlait tout à l'heure du coût de l'immobilier et que quand vous sortez de New York, le coût de l'immobilier est entièrement relié aux zones scolaire. Oui. Et que si vous avez une maison que vous achetez dans un endroit que vous payez cher, c'est parce qu'il y a une école fantastique qui est associée à cette région. Publique. Public fantastique. Ouais. Merci beaucoup Laurence Teinturier d'avoir été avec nous. Pascal Gicquel, vous restez sur ce plateau. Et merci Laurence Teinturier d'être venue. On se retrouve juste après cette pause. Merci. Merci. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com.
Les 24 heures de l'international, on évoque la ville de New York avec vous maintenant, notamment Damien Jacquinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous aussi conseiller du commerce extérieur de la France, on va en parler tout à l'heure, mais vous avez notamment très récemment ouvert un hôtel à New York, vous vivez sur place depuis 30 ans. Alors l'ambiance à New York, on a l'image d'une ville très brillante, mais aussi très dynamique, très bouillonnante. C'est une réelle énergie positive qui pousse à faire des affaires. Oui, je pense que c'est une énergie que vous ressentez dès que vous arrivez à New York, de l'aéroport, dans la ville. Vous voyez le contraste entre le touriste et le New-Yorkais. Les gens en cours sont toujours à la recherche de business, toujours à la recherche de l'opportunité. Et c'est quelque chose qui vous porte si vous êtes prêt à rentrer dans le jeu de l'énergie. Même question, M. Jiquel. Pareil, je suis entièrement d'accord. C'est qu'il y a aussi une volonté de travailler constamment. Il y a une volonté de se donner dans le business. Avec un complet dérogard aux vacances, aux heures supplémentaires, aux week-ends. Business vient vraiment en premier et donc il y a une énergie qui est reliée à ça qui est quand même inégalable. C'est spécifique à New York, vous pensez? Non, je pense que c'est un peu général sur le territoire américain. Oui. Bon, c'est plus évident bien sûr dans les grandes villes parce que comme il y a plus de concentration, on s'en rend plus compte, mais moi qui ai un réseau quand même national, je m'aperçois que dans toutes les autres villes, c'est pareil. Il y a vraiment une énergie, une volonté de travail, une volonté de réussir, une volonté de faire du business, peu importe les horaires, peu importe... Damien Jacquinet, vous qui avez vécu à Miami, je crois notamment, vous confirmez pas de différence entre le dynamisme qu'on trouve dans la Big Apple et à Miami, par exemple? Alors, je mettrais aussi New York un petit peu au-dessus, mais c'est vrai que l'immigration qui fait tellement aux États-Unis, les gens qui arrivent, qui sont nouveaux et qui veulent réussir aux États-Unis, travaillent au maximum pour réussir et ça crée ce phénomène, cette boule qui continue et qui sert à tout le monde en fait. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter maintenant un témoignage, celui d'une jeune habitante de New York qui apprécie elle aussi l'enthousiasme des New-Yorkais et leur ouverture d'esprit. Elle s'appelle Cyrielle Moulin. Même si c'est pour des petits trucs, c'est quand même assez positif et ça fait du bien au moral. Pascal Jiquel, vous êtes d'accord sur l'ouverture d'esprit des Américains, elle est différente? Oui, absolument. Quand on dit vivre et laisser vivre, je crois que c'est vraiment le motto de toute l'Amérique et vraiment de tous les New-Yorkais, où vous avez des gens dans la rue qui peuvent faire un peu n'importe quoi, sans que ça choque personne, sans qu'il y ait de réaction. On est aussi, je pense, beaucoup plus flexible, comme on le disait tout à l'heure, sur les religions différentes, sur les races différentes, même s'il y a toujours encore quelques petits problèmes à ce niveau-là. Je pense que c'est quand même une mentalité très, très, très ouverte. Damien Jacquinet, c'est cet enthousiasme qui vous a apporté, notamment pour ouvrir votre hôtel l'année dernière? Oui, l'enthousiasme avec des partenaires, l'enthousiasme de la ville, le dynamisme, on est porté vers l'avant et on veut réussir, mais d'un autre côté, je mets un petit bémol dans le sens où si vous n'êtes pas prêt à donner d'énergie à cette ville qui prend tellement d'énergie, ça peut quand même revenir en boomerang. Donc il faut faire attention, si on est vraiment prêt à jouer le jeu, il faut être sûr qu'on ait l'énergie pour poursuivre le rythme, parce que ça peut devenir dangereux par la suite sinon. Alors racontez-nous un peu l'expérience que vous avez vécue en début d'année 2014, l'ouverture de cet hôtel. Comment ça s'est passé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors on a eu pas mal de difficultés au niveau permis. C'est un projet qui a pris plusieurs années. Et on a ouvert en février 2014. Donc c'est un boutique hôtel dans Soho, en plein milieu de Soho. Et on a quand même la chance maintenant d'être depuis 8 mois dans les 10 premiers de TripAdvisor sur 450 hôtels de New York. Et Condé Nast nous a mis la semaine dernière dans les 101 hôtels à visiter dans le monde en 2015. Donc on a de la chance, ça se passe très bien. Et c'est pour vous quelque chose que vous n'aurez pas pu faire ailleurs? Non, je pense qu'ouvrir un hôtel, vous auriez pu le faire ailleurs, mais là, si vous voulez, pour nous, on est plusieurs partenaires qui avons vécu 30 ans aux États-Unis. Mes partenaires viennent de la restauration, et donc ça fait partie d'un mode de vie, de l'hospitalité, où on avait vraiment envie de créer quelque chose dans une ville qu'on connaît, qu'on aime. Et donc, je pense qu'on a réussi à passer ce message aux gens qui viennent visiter l'hôtel et qui voient de notre côté, on les aide beaucoup sur les choses à visiter, les restaurants à voir, et on est en plein milieu de l'activité de New York, en plein Soho.
Damien Jacquinet, on vous retrouve tout à l'heure. On va maintenant écouter encore un témoignage maintenant, celui d'une autre expérience d'ailleurs de lancement d'une entreprise à New York. Le témoignage, je vais y arriver, de Paul Bensabat. Il a lancé en 2012 le salon Taste of France à New York, consacré à la cuisine, au vin, mais aussi à la technologie ou au tourisme. Et il annonce, écoutez, la prochaine édition pour la fin de l'année 2015. Bonjour Paris et merci de cette opportunité de parler de ce qui va être le plus grand événement dédié à la France et jamais organisé à l'international, le salon Best of France qui va avoir lieu les 26 et 27 septembre 2015 en plein cœur de New York, en plein cœur de Manhattan, à Times Square et Broadway, l'endroit le plus visité au monde. L'année dernière, nous avions eu le plaisir de faire ce qui s'appelait Taste of France à l'époque, le deuxième Taste of France, en plein cœur de Bryant Park, avec un succès extraordinaire, plus de 100 000 visiteurs et 120 exposants français. Un impact dans la presse américaine de plus de 250 millions d'impacts visuels, donc un résultat exceptionnel. Cette année, en étant à Times Square et à Broadway, nous avons décidé de voir beaucoup plus grand. Nous attendons plus de 500 000 visiteurs. Alors Pascal Giquel, je vous sens impatient de parler affaires, c'est maintenant, avec notamment Clément Buise. Vous êtes cofondateur de People Docs, une entreprise de dématérialisation de documents. Exactement. Et vous êtes seulement à New York depuis une année. Non, exactement. C'est plus frais. Alors justement, on va écouter l'expérience de Pascal Giquel qui est à New York depuis 30 ans. Quelles sont, d'après vous, quand on veut entreprendre à New York, les facilités qu'on peut trouver en termes administratifs? C'est facilité de marché, c'est facile. En termes administratifs, c'est, je pense, beaucoup plus facile de faire du business sur les États-Unis. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir une corporation. Pourquoi? Parce que c'est déjà moins cher, parce que ça prend moins de temps et parce qu'il y a moins de réglementations qui viennent de l'État. C'est très facile d'ouvrir une petite corporation et de commencer à travailler très rapidement. Très concrètement, on met combien de temps à créer une entreprise à New York? 48 heures. Vous confirmez, Clément Buise? On a mis un tout petit peu plus de temps que ça, mais effectivement, on se rend compte que énormément de démarches sont simplifiées pour vous permettre justement la rapidité. On a une idée, le go-to-market, le go-to-business est simple à mettre en place. Et beaucoup d'étapes qui sont compliquées, typiquement en France, sont plus simples là-bas. Constituer une équipe, recruter des gens, oui, immatriculer une société, bien entendu. Pourquoi le recrutement est plus facile? Globalement, je pense que déjà, il y a un contexte de mobilité. Les gens sont très mobiles, ils sont toujours en recherche de la nouvelle idée, de la nouvelle entreprise, de la nouvelle boîte. Et c'est vrai qu'on remarque ça à New York. On touche une population assez vite et par network, on arrive à créer une société. Les gens sont plus mobiles, je pense, et plus en recherche de mouvement, globalement. Et donc, on constitue des équipes qui sont plus rapidement constituées. Alors vous êtes venu avec une entreprise qui existait déjà en France, hein, vous ne l'avez pas créée de zéro. Justement, vous avez vraiment des éléments de comparaison très, très concrets. Quels autres éléments administratifs vous ont permis de vous installer à New York facilement? Ou alors, quelles sont les autres difficultés que vous avez rencontrées que vous ne connaissiez pas par rapport à la France? Effectivement. Alors, le côté administratif, ça n'a pas vraiment été, comme on disait, un frein. Dans les plus, la rapidité je vais dire encore une fois, du go-to-market, l'accessibilité des gens. Quand vous êtes une entreprise, vous êtes inconnu, vous êtes français, ce qui n'est pas du tout une tare d'ailleurs aux États-Unis, qui est plutôt bien perçue. Mais rapidement, vous allez avoir des gens qui vont accepter de rentrer en contact avec vous, les fameux rendez-vous qui sont si durs à avoir lorsqu'on fait du business. Ben voilà, vous allez avoir des gens qui vont dire votre idée est bonne, elle n'est pas bonne, il faut l'ajuster comme ci, comme ça. Donc ça, c'est la confrontation de votre idée au marché, se fait rapidement aux États-Unis. Dans la difficulté, je dirais que c'est une autre culture, un autre pays. C'est un pays de process, donc le management est différent. C'est un pays de process, c'est un pays de repeat business, donc il faut savoir modéliser votre business pour être capable de s'étendre au-delà de New York, d'ailleurs aux États-Unis. Ça, c'est peut-être la chose la moins simple. Pascal Giquel, à vos débuts, vous êtes retrouvé confronté au même type de problème? Pas vraiment, parce que j'ai compris assez rapidement à travers d'autres expériences de personnes qui les ont partagées, parce que c'est une chose qui est très bonne, c'est que un concurrent aux Amériques n'a pas de problème à vous expliquer comment ça marche, comment il faut faire. Donc, à vous aider, à vous ouvrir vraiment toutes les possibilités. Et donc, j'ai compris rapidement qu'il fallait vraiment s'adapter au marché, s'adapter au pays, travailler à l'américaine.
On le dit tout le temps, et ça, malheureusement, certaines personnes de chez nous en France ne savent pas le faire ou ne veulent pas le faire. Donc c'est une petite difficulté. Et pour revenir au niveau du travail, au niveau des employés, c'est beaucoup plus facile puisqu'on n'a pas les contraintes sociales qu'on a ici. Et surtout, le travail est libre. Sans contrat, vous pouvez embaucher quelqu'un très facilement, le débaucher très facilement, et vice-versa. C'est-à-dire que la personne peut travailler avec vous et partir pour une meilleure opportunité rapidement aussi. Donc, ça vous permet de garder des gens qui veulent vraiment s'impliquer, qui sont sérieux. Et puis, ça vous permet aussi de pouvoir dégager des gens qui, en réalité, sont des boulets qui seraient vraiment un problème pour une société et qu'ici, on serait pratiquement obligé de garder, par exemple. On va parler aussi fiscalité dans un instant. Ça, c'est juste après la pause. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. On poursuit ces 24 heures chrono de l'international sur New York et sur ce plateau nous a rejoint Emmanuel Jéglet. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Merci. Alors, vous êtes expert comptable et vous possédez des bureaux à New York notamment, mais aussi ailleurs aux États-Unis, 5 au total, notamment Atlanta, Miami. Exactement. Et d'autres en Amérique latine. Tout à fait. Mais c'est évidemment votre expérience à New York qui nous intéresse dans le cas précis. Quelles précautions vous pourriez conseiller à des chefs d'entreprise qui veulent s'installer à New York, précautions à prendre avant de s'installer à New York ? Je pense que la première des précautions, c'est de certainement travailler son business plan d'une façon très approfondie. On dit souvent en termes d'immobilier location, 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 qui veut dire emplacement, emplacement, emplacement. Moi, je dirais en tant qu'expert comptable qu'on devrait dire préparation, préparation, préparation. C'est quelque chose de très important, la préparation, et le business plan fait partie de la préparation. Mais on a l'impression que le business plan et la préparation, il faut la faire aussi en France. C'est tout Pourquoi à fait vrai. À New York ? Il faut parce que, si vous voulez, on a l'habitude en France de faire des business plans avec les règles. On est français, donc on pense en français. Et quand on arrive aux États-Unis, on peut être surpris des coûts. Et aussi de la durée de ce que ça peut prendre pour un permis de construire, pour faire des travaux, etc. Donc il faut bien réfléchir à ça et puis souvent doubler son budget de départ. Clément Buisse, vous avez particulièrement travaillé le business plan avant d'arriver l'année dernière ? Je pense qu'on a pris quasiment une année d'études, on va dire, au sens large, entre l'étude du marché, l'étude des impacts fiscaux, l'étude du déroulé de ce business plan, parce que c'est pas qu'un papier, c'est complètement l'histoire que vous allez écrire, et effectivement, il faut essayer qu'un maximum d'inconnus soit écarté avant de poser le pied sur le sol new-yorkais. Alors j'avais promis qu'on évoquerait le sujet de la fiscalité, et assez étonnamment, je crois que la fiscalité à New York est beaucoup plus importante qu'ailleurs aux États-Unis ? Tout à fait, ça fait partie du 49e État avec la Californie qui se battent en fait en duel pour la fiscalité la plus élevée des États-Unis. On a une fiscalité à 3 niveaux, la fiscalité fédérale qui est la même dans tous les États des États-Unis, la fiscalité de l'État de New York qui est très élevée et la fiscalité de la ville de New York. Donc quand on cumule toute cette fiscalité, on est pour une personne physique entre 40 et 50% d'impôts, et pour une personne morale, on se retrouve entre 33% et 46% d'impôts.
Ça a été une mauvaise surprise, Clément Buise, en arrivant à New York? Pas une surprise parce qu'on y était préparé, Ouais. parce qu'on avait des conseils, mais c'est peut-être un petit peu le revers de la médaille de cette ville qui est formidable, de ce tissu économique qui est en bas de votre porte, de votre bureau. Effectivement, la fiscalité n'est pas la plus attractive des États américains. Et ça vous a pas freiné? Non, ça ne nous a pas freiné. Encore une fois, c'est un choix qu'on fait. On pouvait s'implanter ailleurs aux États-Unis. On a choisi New York en connaissance de cause, mais ça ne nous a pas freiné. Très bien. Alors, je vous propose de se retrouver pour parler tous les trois en l'occurrence, de visa. Et ça, c'est dans un instant. On parle donc maintenant de la question délicate pour les États-Unis du visa, un sésame évidemment indispensable pour vivre et travailler à New York en particulier. C'est un point particulièrement compliqué, Clément Buise, quand on veut s'installer à New York? C'est un point d'attention en tout cas. Le plus compliqué, je ne sais pas, mais il y a plusieurs formules. Je pense qu'on va en parler. Une fois que vous avez la formule qui correspond à votre cas particulier, il n'y a plus qu'à suivre la démarche. Alors, on va écouter notamment l'un des plus utilisés par les entrepreneurs français, sans doute, c'est le L1. Ce visa, pour l'obtenir, il faut dépendre en l'occurrence d'une société mère. Écoutez l'analyse d'une spécialiste, Delphine Martin, qui est avocate à New York. Le visa de travail temporaire pour les transferts intragroupes est le visa L1. Cette catégorie de visa se divise en deux types. Le visa L1A pour les cadres de haut niveau et cadres dirigeants. Le visa L1B pour les travailleurs spécialisés bénéficiant d'une technicité et de compétences spécifiques. Dans les deux cas, une antériorité au sein du groupe d'une année sur les 3 dernières années sera requise. Le transfert doit s'effectuer dans une filiale ou établissement du même groupe. Une durée initiale du visa de 3 ans pourra être délivrée, renouvelée par tranche de 2 ans allant jusqu'à 5 années pour un visa L1B et 7 ans pour un visa L1A. La demande de visa doit être sponsorisée par une entreprise enregistrée aux États-Unis. Le demandeur peut être placé sous contrat local. Le dossier doit comporter plusieurs éléments, notamment ayant trait au profil du demandeur et sa capacité à remplir les fonctions proposées, en fournissant les diplômes, certifications professionnelles, contrats de travail, CV, les documents justifiant des liens entre les deux sociétés du groupe, et tout document montrant quelle sera la fonction proposée et les conditions de rémunération. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo en bonus sur le site internet, notamment pour en savoir plus sur les délais de traitement ou les lieux de dépôt pour le visa L1. Emmanuel Jéglet, vous pouvez nous en dire plus sur les autres types de visas qui sont possibles de demander avant de s'installer aux États-Unis? Écoutez, on a vu quelques visas déjà. On a donc parlé du L1, on a parlé du visa investisseur, du visa E2. On a aussi le visa H1 qui est réservé aux travailleurs expérimentés. Donc, si vous avez un niveau maîtrise, vous pouvez probablement y accéder. Attention, il y a un petit bémol. Il y a tellement de demandes pour les visas H que à peu près une personne sur 2 reçoit un visa H pour une demande. 150 000 demandes, 75 000 reçus par année. Et vous avez le visa O1, un visa d'artiste. C'est en artiste au sens large. Ça veut dire chef cuisinier, chef pâtissier, photographe, et plein d'autres catégories qui peuvent vous permettre d'obtenir un visa et d'accéder finalement à la carte verte. Et après la carte verte, 50 cartes vertes vous permet d'accéder à la citoyenneté américaine. Le visa E2, donc vous l'avez dit, c'est pour les investisseurs, il y a évidemment un minimum d'investissement. Oui, tout à fait. Le minimum d'investissement, on dit souvent qu'il est entre 100 et 150 000 $. Tout dépend en fait le type de business dans lequel vous allez investir, parce que pour plein de business n'est pas suffisant, mais pour les business dans le service, on parle de 100 à 150 000 $. Clément Buise, vous avez choisi quelle option pour votre personnel à New York?
La dernière, enfin pour nous-mêmes, la dernière, c'est-à-dire le visa E2, le visa dit investisseur, sur lequel les fondateurs et associés de l'entreprise peuvent postuler entre guillemets. Pour quelle raison? Simplement, c'était entre guillemets la plus simple pour nous parce qu'on avait la possibilité effectivement d'engager ce volant financier. On parle d'une centaine de milliers de dollars dans le cadre de business plan qu'on a présenté, et ce qui nous a permis d'obtenir ce visa-là. Sur ce qui est des collaborateurs et des mobilités internes, c'est plutôt devant nous, c'est pas des choses qu'on a fait, mais effectivement ce qu'on envisage, c'est plutôt le visa L1. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau des 24 heures chrono internationales. Un dernier chapitre maintenant, celui de l'intégration sur place, les différences culturelles. Écoutez d'abord le point de vue de Sylvie Day, consultante interculturelle chez Berlitz. L'Américain va trouver le Français froid. En fait, on n'est pas froid, c'est juste qu'il faut rentrer dans la de coco. Et le Français va trouver l'Américain superficiel. Au début, sympathique, parce qu'il se dit « Waouh, ça va très vite ». Puis quand il heurte le noyau auquel il ne s'attend pas, il y a cette idée « Oh, l'Américain est superficiel ». Pas du tout. C'est juste qu'effectivement, ça prend encore plus de temps pour rentrer à l'intérieur du noyau. Maintenant, il faut quand même être conscient que l'amitié aux États-Unis n'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'en France, on va aimer se retrouver ensemble autour d'une table, à discuter, à refaire le monde, à parler politique, etc. Aux États-Unis, partez du principe que ça ne se fait pas du tout. En général, l'Américain et le New-Yorkais est plutôt dans l'action. C'est-à-dire que l'amitié se développe autour d'une activité. Donc quand on arrive aux US, la première chose, c'est qu'il faut se mettre dans des activités, en fait, tout simplement. Et sur ce plateau sont revenus Damien Jacquinet, bonjour, et Pascal Jiquel. Vous confirmez, vous êtes inscrit à des activités en arrivant aux États-Unis pour vous faire des amis sur place? Un peu, oui. C'est un fait que ça aide. Mais bon, comme tout le monde est un peu très ouvert, très dynamique, très accueillant, je pense que ça se passe quand même assez bien et que c'est quand même assez facile de se faire des amis et de faire des contacts. Et on pense que les États-Unis, c'est un pays très grand, ce qui est vrai géographiquement, mais on s'aperçoit que dans certaines activités, c'est un pays très petit, où tous les joueurs de cette activité se connaissent sur le pays entier, à travers des associations, à travers des rencontres, des réunions, des symposiums qui se font. Et donc, c'est vraiment des très petites familles qui se connaissent très très bien, d'un côté du pays à l'autre. Damien Jacquinet, vous êtes aussi aux États-Unis depuis très longtemps. Ça a été au départ compliqué de rencontrer des gens, de se faire des amis tout simplement? Alors au départ, moi je suis rentré dans un cadre de coopération, donc il y avait le cadre de l'ambassade qui nous permettait de s'adapter plus facilement, mais il est vrai que l'américain est très, très facile d'abord, très positif, et donc il va être tout de suite ouvert à des discussions, et en plus des cadres qui peuvent être sportifs ou d'associations peuvent bien sûr aider à avoir des amis très facilement. Oui. C'est quoi la différence culturelle qui vous a frappé le plus à l'époque? Alors moi, c'est plus le côté positif et optimisme de l'Américain. Positif, vous le voyez déjà très tôt, à un niveau scolaire, les enfants à l'école reçoivent tous un prix à la fin de l'année. Donc on est toujours dans l'encouragement, dans le côté positif. Vous le voyez dans la société également, et dans les entreprises, les employés américains attendent beaucoup d'encouragement, beaucoup de retours positifs de la part du management. Et ça c'est important, c'est une différence par rapport à la France. Et puis le côté vraiment optimiste, où l'Américain, même devant un problème, il va regarder, même s'il est au fond du trou, il va regarder en haut, alors que le Français, au bord du trou, il va regarder la profondeur du trou. Donc on a vraiment deux mentalités complètement différentes. Pascal Jiquel, vous avez dû vous adapter votre comportement pour vous intégrer aux États-Unis? Oui, et spécialement au niveau de la communication. Je pense que, étant français d'origine, on a une tendance à un peu cacher les choses, surtout les problèmes. Et on s'est aperçu très vite qu'aux États-Unis, c'est pas les problèmes qui comptent, c'est comment vous arrivez à une résolution du problème. Et que donc, ce qu'ils veulent, c'est l'information rapidement, et qu'ensuite, ils la gèrent avec vous. Ils vous aident à régler le problème avec vous. Et que donc, si vous êtes totalement ouvert, les choses passent très bien. On vous juge vraiment que sur la façon dont vous gérez le problème, pas sur le problème lui-même. Pascal Jiquel, merci beaucoup. Damien Jacquinet également d'être venu sur le plateau des 24 heures chrono international. Avant de se quitter, on va écouter un autre témoignage, celui d'un jeune de 16 ans à l'époque, en tout cas quand il est parti s'installer à New York. Il voulait son rêve américain et depuis il danse à Broadway. Écoutez son témoignage. Bonjour Paris, je suis Steve, j'ai 17 ans. Je suis arrivé à New York il y a de ça 1 an et demi. Je n'avais alors que 16 ans et j'étais poussé par les rêves complètement fous de poursuivre mes études de danse ici, avant tout de danser au milieu des gratte-ciels new-yorkais qui avaient bercé mon enfance et mes rêves et tous mes espoirs. Donc voilà, je suis arrivé ici et
si j'avais choisi cette ville, c'est avant tout pour l'énergie qui y règne, ce tourbillon qui nous pousse toujours plus loin et nous permet de viser toujours plus haut. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette ville et que je vis un rêve éveillé chaque matin quand je me réveille ici. Et on lui souhaite bonne chance. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la ville de Montréal. À bientôt.